bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau direct. Alors, déjà, je vous remercie pour tous les encouragements que j'ai pu avoir, comment vous êtes nombreux, hein. Voilà, il y a de plus en plus d'abonnés aussi, donc c'est vrai que ça nous fait plaisir parce qu'on se dit quand même, on n'est pas là pour rien quelque part, hein. Et puis surtout, il y a beaucoup de monde qui m'incite à continuer, donc voilà, donc je vais continuer tant que ça fonctionne, je continue. Voilà. Alors, avant de commencer, les petites recommandations d'usage. Alors, pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo directement, qui est sur la chaîne de Aiguille en Seine. Et puis pour les autres et puis les nouveaux aussi, je dis toujours que donc c'est une chaîne qui est là pour partager, informer, tout ça dans une empathie, un respect des avis de chacun. Et puis justement, c'est une bonne occasion pour débattre de manière positive. Et puis comme ça, on peut tous avancer ensemble. Voilà. N'hésitez pas à liker, forcément, hein, parce que plus vous likez, plus ça monte, et puis plus on pourra drainer de plus en plus de monde. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Et puis ce soir, écoutez, j'ai décidé d'inviter une personne que j'affectionne particulièrement. Alors pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est un musicien. Bon, c'est pas parce que c'est un musicien que je l'affectionne plus particulièrement, mais c'était juste pour vous dire que c'était un musicien. Plus précisément, donc il est pianiste, clavieriste et compositeur. Alors, bon, il a aussi d'autres qualifications. Mais ce que j'aime bien aimer chez lui, c'est qu'il a un parcours atypique. Et moi, j'aime bien les parcours atypiques, des choses qui sont un peu trop rangées. Des fois, c'est pas forcément le mieux non plus, mais aussi, des fois, c'est très bien. Attention, hein, l'un comme l'autre a des qualités, des avantages et des inconvénients. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a énormément partagé sa passion pour la musique, bien sûr, mais aussi en collaboration avec la danse. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de l'inviter. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est d'une générosité, d'une implication aussi, et puis d'une humilité remarquable. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc cette personne, c'est Emmanuel Guillard. Alors voilà en introduction ce que je peux dire. Et puis Emmanuel, bonjour. Bonjour, me vois-tu, m'entends-tu? Oui, alors pour ceux qui sont sur le chat, je vais juste faire un petit rappel, juste nous dire si vous entendez bien le son, que ce soit d'Emmanuel ou de moi, de façon à ce qu'on fasse des petits réglages si jamais ça fonctionne pas, parce que bon, sans son, c'est un peu difficile de dialoguer. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser les petits commentaires. Alors, écoute, je vais, avant de te poser quelques questions, je vais te laisser, je vais y arriver, j'arrive pas à parler ce soir, hein. Je vais laisser te présenter, et puis après, on commence. Ok, bon, c'est à moi. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes 7. Vous êtes 7 à visionner, c'est chouette. Moi, je m'appelle donc Emmanuel Guillard, j'ai 48 ans, je suis pianiste, claviériste, comme Eric vous l'a mentionné, compositeur. Je suis également formateur et développeur sur des domaines relatifs à la musique et à la création musicale, bien évidemment. Je suis basé à Rennes, en Bretagne, et voilà. Et j'ai envie de dire que j'ai un parcours atypique. C'est bon ça? Oui, c'est très bien. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Alors, écoute, je vais te poser une petite question. On va commencer. Ça fait très journalistique. J'aime bien le côté, très je cherche conventionnel, voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais en introduction, donc tu avais un parcours atypique, effectivement, mais je sais que ton père est organiste aussi. Est-ce que c'est lui, au début, est-ce que c'est lui qui t'a donné l'envie, est-ce que tu peux nous en dire plus dessus, voilà, parce que moi, je sais que j'ai lu un peu ta bio, mais voilà, j'aimerais faire partager avec les autres. J'ai l'habitude de dire, pour simplifier, que je suis dans issue d'une famille d'artistes, et c'est vrai que si mon père est organiste, ma mère a touché très très longtemps au théâtre, et tout ça de leur côté d'une manière amateur. Donc j'ai toujours été un peu baigné dans cette ouverture sur
la musique un peu classique, la variété populaire aussi, et puis le théâtre de boulevard principalement. Et donc, par rapport à la musique, c'est vrai que mon père étant organiste, il y a toujours eu un instrument à la maison. Oui. Un instrument dont, dès le plus jeune âge, je le voyais jouer, je l'entendais surtout, enfin je l'entendais autant que je le voyais d'ailleurs, et puis je regardais un petit peu comment ça fonctionnait. Et voilà, il a dû nous donner deux, trois tuyaux, si j'ose dire. Un organiste, c'est un peu normal. Et ensuite, j'ai laissé courir un peu les doigts. Ça arrivait un petit peu. Je ne saurais pas le dater exactement en fait, mais comme il y avait cette immersion permanente, il y avait cet accès libre à l'instrument qui m'était donné à moi ainsi que mes frères et sœurs. Et voilà, tout le monde y a un petit peu touché. Je suis peut-être celui qui a le plus mordu dedans, mais tout le monde a approché l'instrument dès son plus jeune âge, quoi. Donc ensuite, évidemment que il m'a donné beaucoup sur ce terrain-là, dans la mesure où et même mes parents d'une manière générale, dans la mesure où j'ai pas eu de limites, à part quelques conseils avisés de faire bien attention à la vie dans laquelle je m'engageais, au moment où j'ai décidé d'en faire un métier. J'ai pas eu de barrière, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui ont à se battre contre des parents inquiets, ce qui peut être normal quand tout à fait. Ce qui se passe aussi en danse, hein, enfin, dans le métier artistique, je veux dire. Ouais. Et d'autant que j'avais pas de parcours, parce que je suis autodidacte en réalité. J'ai beau avoir un père organiste, je suis pas passé par la case conservatoire en fait. Il m'en a parlé de la case conservatoire. Il m'en a parlé puisque lui, il y est passé. Il y est passé avec sa génération d'avance et avec la manière dont ça pouvait se passer à l'époque là-bas. Oui. Donc moi, je m'amusais sur le clavier, et quand j'ai entendu parler d'une espèce d'organisation que j'ai trouvé un peu grisâtre en fait, et un peu stricte et austère. Il a connu la règle en métal sur les doigts qui n'était pas bien placée, qui avait fait la fausse note. Je me suis dit, moi j'ai juste envie de m'amuser, donc je vais rester là, ça va être très très bien. Et puis voilà, c'est plutôt le travail d'oreille qui s'est développé, et c'est comme ça que les choses se sont organisées pour moi. C'est-à-dire que j'ai fini par entendre ce que j'avais envie de jouer et trouver les chemins pour le reproduire au clavier. Ça a été l'approche de départ en tout cas. Oui, tout à fait. Alors je sais aussi que tu as fait des études, je crois que tu as fait un BTS, c'est ça, info industriel? Ouais. Aussi. Donc ça c'était en parallèle, j'imagine? Alors, ça c'était pour concrétiser une autre passion qui a été aussi, si j'ose dire, initiée par un membre de la famille. En fait, c'est des choses que je n'avais pas forcément précisées, mais j'ai dans la famille des oncles et tantes qui soit bricolent, soit sont tous artistes un petit peu à leur manière, et chez qui la générosité m'a permis, dont la générosité m'a permis d'attraper des tas de choses en fait. Ouais. Et parmi eux, j'ai un de mes oncles qui m'a ouvert quand j'étais ado, quand j'avais à peu près l'âge de mon fils actuel, c'est-à-dire 12-13 ans, 13-14 ans, à l'informatique qui commençait à naître un peu dans les foyers, l'informatique domestique, qui était encore bien loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui, oui. Mais qui était une informatique de démarrage, d'initiation. On dépassait le Minitel, donc on était quand même on partait de loin. Oui, on n'était pas sur comme les modems qu'on entendait, là où ça faisait et puis après mais on était sur des choses quand même qui faisaient des bruits un peu bizarres, hein. On enregistrait les programmes sur cassette, on les lisait sur cassette à l'époque. Ouais. Et c'est devenu une passion de la même manière un peu autodidacte, c'est-à-dire que j'ai compris que je pouvais un peu m'amuser avec ce truc-là, programmer des choses dedans. Ça m'a plu. Ça m'a plu assez vite. J'ai mordu, et j'ai d'autant plus mordu qu'à 2 pas de mon collège, il y avait un groupe de presse qui éditait un magazine national sur les ordinateurs en vogue à l'époque.
dont je possédais un exemplaire. Et donc, très très vite, je me suis retrouvé à écrire des piges pour ce magazine et à écrire des piges. Soit c'était des piges de jeux vidéo, soit c'était des articles de fond où déjà de mon plus jeune âge, je commençais à, à créer des articles d'initiation sur la manière de programmer en langage informatique. D'accord. Donc, quelque part, tu sais que j'ai un parcours de formateur aussi. Mais oui, ça fait, on va en parler après, oui, ça fait. On va en parler, mais ça vient de loin, en fait. D'accord, ok. Bah alors, du coup, tu faisais avec les cassettes, c'est ça, non? Quand tu faisais de la programmation, c'est ça? T'écoutais avec les casques, c'est ça? Et puis, du coup, tu voyais où c'était, à quel endroit, et tac, tu rentrais un code, non? Non. On était déjà dans ce qu'on appelle un langage évolué, c'est-à-dire que la sonorité qu'on entendait sur la cassette, c'est l'ordinateur qui se chargeait de la traduire en bruit numérique, si je veux dire. D'accord. Mais j'avais un langage, un codage, un langage, une syntaxe en fait à adopter quand même. Oui. Et ça, c'est tout ça pour dire que mon BTS m'a permis de concrétiser ces connaissances-là pour valider une forme de diplôme de secours, si j'ose dire. Au moment où j'ai décidé de me lancer dans la musique. Moi, je me suis lancé dans la musique à la fin de mes études, en fait, à la fin de mon BTS. D'accord. D'accord, ok. Je sais aussi quand est-ce que tu as commencé à travailler ton travail d'improvisation, justement, enfin, vraiment à être dans des choses plus improvisées, en fait. Alors, ce qui m'a amené vers ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire notamment un travail autour du jazz, mais pas que, de la composition de manière générale, donc de cette liberté à accéder à l'instrument, puis à se laisser partir un peu comme on veut. C'est un premier groupe de blues qui cherchait un claviériste, pianiste. C'était à la même époque que je concrétisais mes études en BTS. Donc j'étais à Nantes à faire mes études et je rentrais tous les vendredis soirs et j'avais une répétition à Rennes avec mon groupe de blues qui était en plein centre-ville de Rennes, dans une cave rennaise, dont certaines bouches d'aération permettaient aux gens qui passaient dans la rue piétonne d'entendre ce qu'on faisait. Et on entendait de temps en temps les applaudissements, donc c'était chouette. Et ça faisait un peu New York, quoi, quelque part. Ouais, il y avait ce petit côté-là, ouais. New York, avec les New York, dans les caves. Et en fait, tout ça pour dire que ça m'a amené, oui, sur le parcours de l'improvisation, parce qu'on jouait du blues. Et le blues, c'est une forme musicale assez simple, qui est née je vais pas refaire toute l'histoire, mais parce que je la maîtrise pas non plus très très bien, mais qui était un des courants du jazz, mais qui est né aussi de tous les mouvements gospel, de toute cette musique afro-américaine, et dans laquelle la forme est la même quasiment pour tout le monde, quoi. Il y a des blues un peu plus évolués, mais la forme de base, ce sont 3 accords qui ont une progression typique en 12 mesures, et sur ces 12 mesures, eh bien, il y a des cycles qui vont se répéter. On va exposer un thème, et puis ensuite on va chacun laisser courir les doigts et les idées pour improviser instantanément, quoi. Donc voilà, ça a été un point de départ effectivement sur l'improvisation. D'accord. Alors, donc là, on parle un peu de comment tu t'es formé, d'une manière personnelle, et puis aussi ce que tu as appris avec d'autres personnes en partageant la musique. Mais professionnellement, à quel âge t'es devenu pro? Enfin, alors, ouais. Quand je dis pro, c'est que j'ai commencé à avoir des vraies fiches de paye. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Voilà. C'est quand on commence à avoir des fiches de paye qu'on est professionnel, voilà, vis-à-vis de. Il restait une marge de progression assez énorme, mais bon, il a fallu quelques accidents de scène pour tout ça. C'est-à-dire que l'oreille m'a beaucoup aidé, et puis je me suis rendu compte le jour où on m'a mis un classeur de partition devant les yeux en me disant t'as 3 semaines pour les voir, t'inquiète pas, ça va le faire. Que 3 semaines plus loin, je ne carrais toujours rien à ce truc-là. Je connaissais ce langage, évidemment, je connaissais la partition, j'en avais vu à la maison, j'en avais un petit peu étudié, mais j'étais pas du tout lecteur. Et ça a été un moment de solitude énorme que de devoir accompagner quelqu'un sans savoir sortir la moindre note de ce qui était écrit sur mes partages. Donc ça a été un travail parallèle qui se faisait avec mon apprentissage. J'étais beaucoup plus attiré par l'apprentissage de l'harmonie que j'ai appris par moi-même aussi dans des bouquins. Je me suis vraiment formé que par l'accès à la lecture, cette partie plus la plus prioritaire dans l'enseignement classique, on va dire, qui laisse pas droit à l'improvisation, justement, si j'ose dire, puisque tout est écrit, tout est parfait, tout est bien noté, et il faut jouer exactement ce qui est écrit. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire au départ. Donc je sais, évidemment, j'ai rattrapé sur tard là.
Mais ça reste un outil, on va dire, encore secondaire aujourd'hui. Je sais écrire, je sais lire, mais c'est pas par là que je passe quand je veux composer, quand je veux écrire. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que je suis devenu pro en 94. Mes premières fiches de paye, elles sont arrivées à ce moment-là. Ça m'avait pas empêché d'avoir un parcours déjà hein. J'ai fait beaucoup de variétés. Mon père avait monté un orchestre de variété avec des jeunes de la commune dans laquelle on vivait. Et puis de temps en temps, quand le claviériste, qui avait, je sais pas, 4-5 ans de plus que moi à peu près, était à l'armée, à l'époque où il fallait aller à l'armée, et qu'il avait passé Perm le week-end, bah, c'est moi qui, vers 15-16 ans, le remplaçais en fait. D'accord. Donc je me suis retrouvé sur scène assez vite à devoir assurer un répertoire de 80 morceaux. Voilà, il fallait, oui, effectivement, c'est quand même assez balèze. Fallait y aller, mais c'était bien, c'est très formateur de toute façon. Oui, j'imagine. Alors, je sais que alors, juste un petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez marquer des messages sur le chat pour poser des questions à Emmanuel. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'êtes pas inscrit sur Google ou YouTube, du coup, effectivement, on ne pourrait pas mettre les messages. Donc, il faut vraiment s'identifier, parce que sinon, tout le monde pourrait mettre des messages sans savoir qui c'est, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez vos pseudos ou non, hein, mais voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, pour revenir à ton parcours professionnel, je sais que tu m'as amené pas mal de petites vidéos, de choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Je ne veux pas tout dévoiler. Je sais que tu as travaillé par exemple avec un groupe, vous avez travaillé autour de la bande dessinée, enfin plutôt pas les bandes dessinées, mais les dessins animés. Alors, les rencontres significatives se sont produites il y a, on va dire, entre 10 et 15 ans avec les personnes avec lesquelles je travaille toujours aujourd'hui, et les personnes importantes, je veux dire, qui sont des amis, des potes, qui sont voilà, des gens avec qui d'autres choses se développent. Oui. Et il y a notamment donc j'ai une activité scénique qui est basée entre Rennes et Nantes en fait, et sur Nantes il y a un orchestre qui s'est monté qui s'appelle, un drôle de nom, qui s'appelle les 5000 doigts de Dr K. Qui est tiré d'un film un peu kitsch, une comédie musicale qui s'appelle Les 5000 doigts de Dr T. Et K parce que John Kirby, un compositeur jazz qui jazzifiait beaucoup des œuvres classiques et qui venait avec un certain Raymond Scott qui a tout un parcours lui aussi très très atypique de la musique de cartoon en fait. Et ce groupe qui est mené par Alain Pierre, saxophoniste, a eu plusieurs répertoires, dont un qui s'est matérialisé sur scène depuis 2012 à peu près, peut-être même un peu avant. Le spectacle s'appelle Cartoon Frenzy et le principe consiste à rejouer, après l'avoir recomposé, la musique des cartoons de Tex Avery en diffusant les cartoons. Donc il y a tout un travail de synchronisation des musiciens à l'image, on a un clip dans l'oreille, on a plein de choses, on a des rôles spécifiques en fonction du moment où on a des choses décrites sur la partition ou pas. Soit on fait un bruitage, soit on joue de la musique. Et ça a donné un combo qui a joué notamment dans pas mal de festivals de jazz, notamment à Jazz à la Villette. Et il y a un teaser pour ça. On peut le passer, ouais. Tu veux qu'on le passe peut-être pour... Ouais. Alors attends 2 secondes, parce qu'effectivement il faut que je puisse assurer là-dessus. Ah, excuse-moi, alors là ça va pas le faire. Voilà, c'est bon. Allez, on envoie, c'est parti, donc c'est Cartoon Frenzy.
On voit à peu près le principe là au bout de quelques. Oui. Voilà, donc on a passé un petit extrait, Voilà. Cartoon Frenzy. Donc là, c'était à la Villette, hein, c'est ça? C'était à la Villette, ouais, Jazz à la Villette, c'était en 2013, ça date déjà. Et c'est un chouette spectacle qu'on a eu l'occasion de tourner plusieurs fois dans cette grosse version qui est difficile à faire tourner puisque nous sommes nombreux. Donc ça coûte cher. Ouais, vous êtes combien? Vous êtes combien à peu près? 9 sur scène, et puis 2 techniciens qui s'occupent l'un du son, l'autre de la lumière et de la synchro avec les vidéos. Donc c'est une belle petite équipe déjà. Bah, et ce spectacle, du coup, a été décliné dans une autre version, en trio en fait, où l'équipe est complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a Alain, moi, en tant que musicien, et Florence, qui est une comédienne, Florence Joubert, qui prend en charge cette fois toute la partie bruitage et voix. Donc les cartoons sont les mêmes, mais les arrangements musicaux ont changé, parce que forcément on a fait une réduction d'orchestre pour un piano et un sax. Et à côté de ça, il y a toute une autre série de bruitages qui apparaissent, qui sont pas tous pareils, et qui donnent lieu à une version différente de la presta. Beaucoup plus petit cocon, qui se prête beaucoup aussi à l'environnement des spectacles scolaires notamment, mais pas que, parce que ça reste un spectacle tout à fait familial. Donc ouais, et puis tu as fait aussi des petits courts, enfin musicalement parlant, tu as participé aussi à des courts-métrages. Ouais, alors ça c'est un truc sur lequel j'ai eu beaucoup d'attention depuis longtemps, parce que la musique de film m'a toujours beaucoup plu. Là, ça m'a toujours intéressé tout comme la musique de jeux vidéo d'ailleurs. Hein, j'étais passé par le jeu vidéo d'une manière un peu particulière, mais dès qu'on a commencé à avoir des jeux vidéo de grosse qualité graphique, il y a commencé à y avoir un phénomène d'immersion. La musique du jeu vidéo a rejoint la musique de film. La musique de film me plaît beaucoup parce qu'il y a cette faculté à immerger le spectateur, c'est-à-dire à peut-être parfois passer inaperçu, mais simplement créer un climat, soutenir une atmosphère, une émotion. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé d'approcher. Et j'ai eu l'occasion de m'y confronter, alors de plusieurs manières. La dernière manière sur laquelle je m'y sois collé, c'est avec un ami là aussi, Hervé Jacques Passard, qui a réalisé un court-métrage. Peut-être qu'on y reviendra après, mais j'ai d'abord commencé par envoyer une démo de ce que je faisais pour la danse d'ailleurs, parce que la danse s'est insérée aussi dans le cursus. Finalement, assez naturellement, il y a eu une rencontre, on en reparlera aussi, mais la danse reste finalement de la musique à l'image pour moi. Oui. Et j'ai pu signer avec un éditeur parisien qui traite avec des tas de producteurs mondiaux en fait, une partie de la musique que j'avais faite pour la danse, que j'ai réarrangée, redécoupée pour la cause. Oui. Et je suis dans ce catalogue depuis une petite douzaine d'années maintenant, et ça fait je ne terminerai pas cette phrase aujourd'hui, en fait. Je vais partir sur l'autre, en fait.
En fait, cette musique, par contre, a intégré donc le catalogue de l'éditeur, Oui. dans lequel se servent toutes les productions de publicité, documentaires, télévision, cinéma. Donc, D'accord. voilà, je ne sais pas encore sur quoi j'ai été utilisé, mais il peut m'arriver d'avoir été utilisé sur du documentaire, sur de... Voilà, j'ai travaillé sur différents Oui, supports, enfin, je veux dire, sur différents films, enfin, oui, sur différents supports et qui ont été adaptés pour des courts-métrages ou. Ouais, voilà. Alors, il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que non seulement j'ai été signé par cet éditeur sur un melting pot de morceaux qui vont dans tous les styles. Ça peut aller de l'ambiance un peu thriller à des ambiances plutôt cartoonesques. Et puis, à côté de ça, je me suis fait un petit peu la main sur des travaux, des essais, pas que des essais d'ailleurs, d'un ami, Olivier Grezard, qui, ancien comptable, a démissionné pour se lancer dans le court-métrage, a gardé cette activité en dilettante tout en restant formateur dans des écoles de finance. Oui. Donc, et puis il a mélangé un petit peu son savoir-faire de cinéaste naissant avec son enseignement, et il en a fait des petits teasers. Alors il a fait une web série qui s'appelle Les Caméos, qui était vraiment sa web série de cœur à lui, pour laquelle il fait le générique. Ouais. Alors. Oui. Tu parles de Olivier, hein, c'est ça Ouais. Ouais, tout à fait. Qui a fait une chaîne aussi. Enfin, le lien que tu m'as donné, c'était là où il était à Maboué, Manila. Ah oui, d'accord, je t'ai donné celui-là, ouais, ok. Oui. Okay. Alors là, c'est plutôt une visite avec la musique derrière. Je sais pas si c'était celui-ci. Ah, c'est celui-là. Ouais, ça peut être celui-là. Moi, j'avais refait un mix dans ce que je t'ai envoyé tout à l'heure. Ah oui. C'est lequel du coup? Alors attends, vidéo. Moi, j'ai Retour de flamme. Alors, tu as un Retour de flamme en 0.1.10, mais tu as le 0.1.9 qui s'appelle OG Prod, je crois. Alors attends, je vais juste le regarder du coup, parce qu'effectivement, non, c'est juste du son. Comment? C'est juste du son, hein, c'est pas de la vidéo. Ah, c'est du son, d'accord, oui, c'est pour ça. D'accord, ok. C'était juste pour... Oui, pour mettre le comment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'était... Redis-moi le nom du coup, parce que je me souviens plus. OG Prod. Ah oui, c'est ça. Ok. Bah du coup, je vais l'envoyer. Ouais. Alors, je l'envoie, c'est parti. Non. Et puis on revient, on écoute un petit extrait, puis après du coup on en reparle. Il y a trois petits génériques comme ça, il y en a deux autres qui arrivent là. Il y aura certains qui ne connaissent pas forcément sur ce Comment? Toutes les voix, ce sont les miennes. D'accord. Ah oui, c'est toi qui fais les voix aussi. Ouais. Il y en a un troisième qui est marrant aussi, je crois. Là, c'est vraiment dédié à la finance. Là, tu vas voir, tu vas voir. Ici la finance, tu vas voir, c'est simple la finance. Voilà, bon, c'est évidemment très très différent de ce que je peux produire instrumentalement, mais c'était une cour de récré pour moi, pour tenter de faire des trucs vocaux un peu débiles, un peu libres, un peu en lâcher prise comme ça, et c'était vachement marrant de le faire. Et en plus, ça a bien marché parce que ça a beaucoup plu. Les gens ont gardé ça en tête, ils se chantaient apparemment les uns les autres, donc c'était assez marrant. Il y a eu plusieurs autres petits génériques comme ça. Ouais, petits génériques, ouais, tout à fait. Ouais. On revient petit à petit à la danse, mais je sais que tu as travaillé aussi avec une chanteuse. Absolument. Une chanteuse qui a un talent fou, Julia, ma pote Julia Chenin, qui est chanteuse de soul, de gospel, qui a tout un parcours autour de cette culture gospel, qui est même allée vivre à New York là-bas pendant quelques mois pour s'y confronter, s'y former aussi, qui a eu l'honneur de chanter avec un certain Stevie Wonder aussi. Donc je suis pas peu fier d'accompagner cette super pote aussi. Et donc nous on s'est rencontrés dans un remplacement
je faisais un remplacement d'un autre copain, Edouard, sur une chorale gospel. Et j'en ai fait plusieurs remplacements et je l'ai entendu, je me suis dit, elle a un truc de fou, cette fille, là, faut que j'aille lui causer. Et puis on a causé, puis on s'est dit qu'on allait monter quelque chose ensemble. Donc on a fait 2 choses ensemble. On a fait trois choses. On a monté un chœur gospel, on a monté un duo de soul, de reprise soul. L'idée, c'était de se connaître à travers ce répertoire-là pour envisager le 3e projet, qui était un projet de création. Donc, un projet de composition, qui était son projet de chanson, qui est né lui aussi à peu près en 2013, je crois. Peut-être un peu avant. D'accord. Et, voilà, ça a donné lieu à un EP, un 5 titres, que j'ai là. Voilà. D'accord. Je peux l'approcher un petit peu parce que du coup on le voit pas bien. Vas-y, approche-le. Ouais, voilà. Okay. D'accord. Voilà, sur lequel on est 4. Donc il y a elle au chant, il y a au piano Pierre Patinet qui a joué aussi avec un groupe qui s'appelle CTK notamment, mais pas que, il y avait un peu de d'autres. Pierre Patinet à la basse et Marcus Camus à la batterie. Marcus qui a joué avec des tas de gens, qui a joué notamment pendant de longues années avec Alan Stivell. Pour les non-bretons, il est peut-être un peu moins connu, mais ici, c'est une institution. Et voilà, quoi. Donc, avec Julien, on a fait beaucoup de choses. On continue toujours de travailler ensemble, évidemment. Le projet Créa s'est arrêté pour que chacun vaque à d'autres projets plus personnels ou différents, simplement. Mais c'était une chouette aventure et on continue toujours de travailler ensemble, que ce soit en gospel ou dans le fameux duo soul, Kind of Soul, qui peut être aussi un quartet de temps en temps. D'accord, ok. Alors moi j'ai eu l'occasion de l'écouter chanter dans le cadre de Jazz Fusion. Ouais. Plusieurs fois, parce que je suis un fervent admirateur aussi, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment une voix vraiment magnifique. Enfin, quand on l'écoute, on sent qu'elle prend ça prend au trip, comme on dit, quoi. Ouais. Vraiment très très bien. Est-ce que tu veux qu'on écoute un petit morceau d'elle, juste pour que les gens se rendent compte un peu de... Est-ce que tu peux passer Memories, une partie du clip Memories, peut-être? Alors, là c'est en vidéo pour le coup. En vidéo pour le coup, ouais. Walking hand in hand, me and my memories. Think about how time hurts our dreams. How a little girl with a head full of plans became a lady full of haste. We cry and we lose our hope. Found a safe street on the back road. Try to stay close to what I was and keep it strong through the trials. I think about the good old days when life full of joy and love again, when nothing's ever important. Skipping through time, lost in a trance. Me and Teddy Bear taking tea time, us two alone, just before teaching him how to read and draw. Wrecked my clothes under the rain, pretty moments can't lay there. Memories of treehouse fun for hours on the road, getting sick after rains at the candy store. Those were the days when no bed, no bed, and no payroll. When life full of joy can love again, when nothing's ever importance, skipping through time, tossed in a trance. Me and my doubt.
some more try to build their own shelter without all hopscotch or boys. No more look in the mirror, my mean to attain. No more writing down like hay on my back. That ended the day my hairbrush became a reminder. I think about the good old days when life for the joy can love again, when nothing's having importance, skipping through time, so in a train. Merci à tous. Bon, là, on a vu le travail que tu as fait avec Julia. Et justement, je disais que je mettrai le lien pour le CD, Ouais. c'est pour ceux qui sont intéressés. Mais moi, ce que je voulais savoir maintenant, c'est de venir un petit peu sur la danse. Comment t'en es venu à travailler, à collaborer avec la danse? Est-ce que c'était le fruit du hasard, ou est-ce que c'était toi, en tant que musicien, tu avais envie aussi d'explorer une partie plutôt en rapport avec le corporel, pour le coup? Non, bah, en fait, c'est le fruit d'une rencontre, en fait, et donc quelque part du hasard, parce que j'avais pas de projection vis-à-vis de la danse. Je savais même pas que ça existait, si j'ose dire. Non, mais j'avais pas de lien avec ce réseau-là du tout, et j'y pensais pas, très sincèrement. Et c'est simplement au cours d'un spectacle qui a été créé autour d'un répertoire de chansons, pour lequel on avait recruté une chanteuse que j'ai rencontrée, justement, cette chanteuse qui s'avérait être non seulement chanteuse, mais également danseuse. Il se trouve qu'elle s'appelle Aurélie Girbal et que tu l'as interviewée. Oui, d'ailleurs, c'était le premier direct. C'est le premier direct de ta chaîne. Alors, désolé si c'est un peu, des fois c'est un peu roots, hein, mais c'est vrai que bon, voilà, petit à petit on se rôde aussi, hein. C'est comme quand on se lance dans quelque chose, bah, il faut petit à petit apprivoiser la technique, voilà, parce que là on fait un peu de tout en même temps. Et donc voilà, j'ai rencontré Aurélie, on a commencé à travailler d'abord sur ce spectacle-là, et puis après, la vie nous a mené à nous rapprocher beaucoup plus, puisque nous vivons dans la même maison maintenant. Donc, entre temps, j'ai pu faire connaissance avec le milieu de la danse par son intermédiaire, et commencer à travailler sur des propositions. En tout cas, elle m'avait fait quelques demandes. Elle présente beaucoup d'élèves en concours, donc c'est du modern jazz. Je découvrais ce qu'était le modern jazz. J'avais, comme tous les gens qui sont un peu éloignés de ce milieu-là, une vision pas très très précise. Et j'ai découvert que ça touchait quand même à des courants musicaux qui me plaisaient beaucoup, quoi. Donc ça touchait à la musique électronique, en gros, mais pas que. Hein, ça s'appelait pas, c'était pas fermé à du jazz pur, quoi, en fait. Donc c'était intéressant, et on a fait un premier essai sur une présentation d'un groupe qui s'appelait Électrothérapie,
Et ça a été une incursion assez chouette parce que ça a permis je crois que ça a été un premier prix, en plus national. Voilà, on s'en est pas plaint. Et c'était un petit titre un peu dance floor, un peu house. Et ça a pas mal, ça a pas mal fonctionné. Puis c'était le début d'une rencontre avec le milieu d'une manière plus générale, en fait, le milieu de la danse, quoi, parce que ça a porté ses fruits ensuite vers d'autres rencontres. Toujours avec Aurélie, il y a eu ensuite un solo qui a été écrit pour une jeune danseuse qui est devenue grande et qui en fait son métier aujourd'hui, une certaine Camille Lélu. Et puis ce solo que j'ai composé a donné lieu à d'autres travaux encore autour de ce qu'Aurélie faisait. Hein, elle a monté sa compagnie avec ses élèves, la compagnie Tôt ou Tard, et j'ai écrit plusieurs pièces pour cette compagnie. Et ça a donné à un moment donné, j'ai réuni tout ça sous un format CD, quoi. J'ai fait un album, publicité. Et c'est un album autoproduit, en fait, sur lequel j'ai. Je crois que j'ai la jaquette. Hein. Là, en image, ouais, peut-être. Ouais, c'est ici. C'est celle-ci. Pardon. C'est pas ça du tout. J'ai mis la jaquette, mais en même temps, en fin de compte, il y avait électrothérapie. Voilà, exactement. Donc, c'est que la jaquette. Voilà. Là, voilà. Donc, c'est celle-ci. Pareil, je mettrai le lien en dessous. Et puis, voilà, si les gens sont intéressés, ils auront juste à cliquer dessus, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe un petit extrait de ce morceau ? Oui, si tu veux, tu peux passer l'extrait le 2, la Secret Ways, là, de Camille, le solo de Camille, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, attends, hop, je regarde si j'ai pas de musique en même temps. Voilà, c'est bon. Et ok. Et puis, du coup, il y aura aussi, on sera derrière nous en fond, mais c'est pas grave. La musique plus, voilà. Et si tu veux intervenir éventuellement, n'hésite pas, je laisse le micro ouvert. Ok. Voilà, donc c'était un extrait de Secret Ways. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet album du coup ? C'est un album qui date de 2008, autoproduit, donc qui est distribué nulle part. Il est chez moi dans des cartons et il a été distribué un petit peu au début à sa sortie. Alors, j'ai pu bénéficier d'un réseau qui s'était agrandi aussi parce que il y a eu cette rencontre avec Aurélie qui a mené à beaucoup de participation, mais en parallèle de ça, j'ai rencontré aussi le milieu de la danse et donc forcément, je crois que c'est à peu près à cette époque-là qu'on a dû se rencontrer, toi et moi aussi. Oui. Et puis j'ai rencontré aussi un certain Wayne Barbast qui officiait encore en tant qu'enseignant de la danse au centre culturel de Cesson-Sévigné, et qui surtout en tant que chorégraphe m'a engagé à être sur scène avec lui pour quelques créations. Oui. Donc tout ça pour dire que cet album-là, il est né à peu près à cette époque-là et il a pu être diffusé, chroniqué un petit peu dans différents magazines aussi. Et voilà, il s'est diffusé plutôt confidentiellement dans le milieu de la danse aussi, principalement, parce que c'est l'endroit, le réseau dans lequel je l'ai fait de la publicité. Oui. Et voilà, après, c'est toujours intéressant de sortir un premier album, de franchir cette étape où on laisse le truc partir de chez soi, s'envoler et puis appartenir à quelqu'un d'autre.
Oui. Et voilà. D'autres J'ai en mis ont la, fait j'ai mis la certainement. photo de Métis, là, justement. Enfin, Ouais, une photo là où ils sont. Normalement, tu devrais la voir. ouais, je la vois, ouais. Voilà. Donc, Donc, c'est. bah ouais, la rencontre avec Wayne a donné lieu à plusieurs créations, dont Métis, euh, qui était une création avec beaucoup de rencontres aussi. Adama Dembélé à la aux percus africaines, Richard Nekbele à la danse et au chant africain, et puis Julia nous a rejoint aussi pour faire une liaison avec le gospel, avec la soul, avec le jazz. C'est une vraie belle pièce qu'on a eu l'occasion de tourner euh, dans plusieurs coins de la France. Pas assez. Il y a une petite frustration. Oui, On bah aurait oui. bien voulu le tourner encore un peu plus, mais bon, voilà, c'est la réalité aussi de certains spectacles et de la diffusion, toutes les difficultés qui sont liées à tout ça. Mais c'était un très beau projet. Ouais. En plus, c'est une belle distribution, Richard. Alors, il y avait Wayne, donc Ouais, Elvin Ailey quand même. ouais, Et puis, comment Richard oh, je vais y arriver ce soir, j'ai du mal à parler. Richard Ngbele, qui lui, ouais, alors je sais pas s'il travaille toujours là-bas, mais il a travaillé entre autres chez Montalvo Vieux, la compagnie Montalvo Vieux aussi. exactement. Donc je pense Ouais, que effectivement, tu as dû vraiment prendre un super plaisir à travailler ouais, avec tous les gens. c'était très chouette. Une rencontre musicale avec Adama aussi qui était vraiment riche et intéressante, un choc de culture parce qu'on il arrive vraiment avec Richard aussi de cette culture vraiment Afrique de l'Ouest et où la sensation du rythme n'est pas du tout balancée de la même manière et ça a été parfois compliqué de se comprendre, mais parce qu'on n'a pas les mêmes appuis et puis c'était chouette parce que ça enrichit fortement. Ouais, bah oui, C'est j'imagine. croisé. Ouais, alors je crois que tu m'avais donné une petite musique justement de Métis, de cette pièce. Ouais. Il y a un mix que je t'ai envoyé tout à l'heure, ouais. Ouais, du coup, bah, c'est Zabi, c'est ça, non? Ouais, Trois ça peut être Métis. Zabi. Trois Métis, Dans c'est pour Zabi, ça. c'est qu'un instrumental. D'accord. Il s'appelle Métis Mix. Ah, Métis C'est bien. Mix. Ouais. Ah oui, Mix. Alors j'ai Mix éditeur. Non, ça c'est ce que j'avais fait pour l'éditeur. On Ah n'a oui, pas eu le temps de Métis le faire. Mix, ça C'est y est, pas je très l'ai. grave. Ok, c'est bon. Désolé, parce que j'ai beaucoup c'est très fourni. Emmanuel m'a fourni beaucoup de choses, donc c'est vrai que il faut bien synthétiser et en même temps être bien perspicace. Donc, bah, j'envoie la musique, c'est parti. Ouais. C'est plusieurs ambiances, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a plusieurs ambiances, ouais. Il y a plusieurs moments de la pièce que j'ai fait un petit mix, j'ai préparé un petit mix vite fait. Ouais. Voilà. Here is the fruit for the cross to blood, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun
voilà, donc un petit extrait, j'ai pas tout passé, je crois que ça dure pas mal de temps, non? Du coup. Ouais, ça durait encore une trentaine de secondes, donc, mais ouais, effectivement, c'est vrai que le temps passe vite. Vas-y, désolé. Mais c'est encore l'occasion aussi de. Alors je sais que cette pièce, je crois qu'elle tourne plus pour le coup, mais je pense qu'il y a moyen peut-être de se la procurer d'une manière ou d'une autre pour ceux qui habitent sur la Ouais, Bretagne. il y a un album, je ne sais pas s'il en reste des exemplaires, mais la compagnie Calabash, on doit encore en disposer. Ouais, d'accord. Bah, si jamais t'as aussi enfin, si tu sais comment on peut se procurer éventuellement l'album, bah, n'hésite pas, je mettrai le lien aussi. Ouais, ça marche. D'accord, en dessous. Alors, là, aujourd'hui, tu en es où? Ouais. Ah ben, en fait, c'est vrai que le parcours, on pourrait y passer encore des heures, hein, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. C'est super riche. Là, ce sont des faits marquants, c'est-à-dire, en gros, Carrefour Frénésie Nantes qui existe toujours, Julia avec qui on travaille encore aujourd'hui évidemment, la danse avec laquelle je suis bien accoquiné si j'ose dire. Et alors, parmi toutes les rencontres qu'il y a eu, il y en a eu une aussi assez significative qui a été ponctuée d'une grande pause, si j'ose dire. C'est la rencontre avec Caroline Lenohan, qui est une danseuse contemporaine, qui à l'époque où on s'est rencontrés, c'était vers 2007, je crois, dansait au sein d'une compagnie de Rennes. Compagnie c'était Sylvie Philippe Rousseau, j'ai oublié le nom de la compagnie. Sylvie Le Quéré, non, c'est pas ça? Non, c'est pas. Alors Sylvie, elle a dansé avec Sylvie Le Quéré, mais elle a c'est pas avec Sylvie que je l'ai rencontrée, c'est avec Aldérébad, merci. Aldérébad, exactement. Tout à fait. Il y avait une pièce qui s'appelait L'Instant Blanc, pour laquelle Delphine m'avait demandé de composer la musique assez librement sur la base de la thématique, et j'ai composé une bande son d'environ 30 minutes. D'ailleurs, c'est cette bande son qui en grande partie a été redécoupée pour satisfaire aux besoins du catalogue de mon éditeur qui m'a signé et qui sert encore aujourd'hui sur de nombreuses images dont j'ignore l'usage, mais comme c'est utilisé partout dans le monde, donc je n'ai pas le détail des usages. Et donc, Caro, on s'est rencontrés à cette époque-là, et ensuite on s'est un peu suivi de loin sur les projets de l'un de l'autre. Et elle est partie s'installer en Belgique pendant de nombreuses années pour travailler là-bas avec des gens qu'elle avait rencontrés, des compagnies qu'elle a montées aussi là-bas, une compagnie qui s'appelle Le 8 avec Justin. Ils ont un duo, ils ont une nouvelle pièce en ce moment qui s'appelle Addiction, où ils sont plus sur scène. Très très chouette travail aussi. Et j'ai toujours aimé son travail, son univers, ce côté un peu décalé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un propos, il y a toujours une histoire à raconter, il y a toujours quelque chose, et la danse est au service de. Et on n'est pas sur un plaquage, c'est péjoratif ce que j'allais dire, donc je vais corriger tout de suite. On n'est pas sur de la danse qui s'installe sur une ambiance musicale. On est vraiment sur un ensemble qui fait dans laquelle la danse sert autant que la musique, sert autant que la scénographie, sert autant que l'ensemble. On est sur un spectacle qui est plus même si ça reste de la danse, pour moi, se limite pas dans le visuel à de la danse. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cet univers, et ça m'a beaucoup plu. Et elle avait mis le souhait de revenir en France, et quand elle m'a fait part de ça, je lui ai dit, ce serait pas mal qu'on monte un truc ensemble. Voilà. Et bingo, voilà, donc on s'est dit bingo. Donc très bien. Alors à partir de là, quoi? Je laisse poser la question. Moi, ça faisait pas mal de temps que je me confrontais à une idée, à une frustration intérieure qui était celle de ne pas être au premier plan sur la scène, mais d'être toujours l'accompagnateur de ce qui est une place tout à fait confortable, hein, sur laquelle on peut tout à fait faire une carrière c'est l'homme de l'ombre. Mais voilà, c'est ça. Et c'est un rôle très très important parce que il faut pouvoir se reposer sur cet homme de l'ombre complètement. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, pendant un certain temps, j'aimais bien justement participer à des choses, mais sans être sur le premier plan, quoi. Il y avait un petit côté qui était vachement intéressant. Mais vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi.
mais justement, je voulais goûter à l'autre partie. Donc, on parle toujours du quatrième mur qui sépare le public de la scène, mais sur scène aussi, il y a plusieurs murs. Donc, il y a le mur entre le premier plan et le plan secondaire, en fait. Hein, et ce mur virtuel, là, j'avais envie de le franchir. Donc, j'ai eu plusieurs occasions de le tenter. Et des coups d'essai, des petites tentatives de spectacle qui étaient assez marrantes, assez chouettes. Qui m'ont permis de prendre la parole sur scène et de me sentir assez à l'aise finalement avec ça. Et jusqu'à ce challenge qu'on s'est lancé avec Caro, qui a été de se dire faudrait qu'on sorte aussi dans le cadre de ce qu'on veut créer du duo danseur musicien, où le musicien est l'accompagnateur et le danseur ou la danseuse l'accompagné. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est dans cette notion un peu de c'est l'un est au service de l'autre ou inversement, c'est ça que tu veux dire? Dans la notion de c'est autant l'un que l'autre. Mais dans ce cas-là, le musicien n'est plus un musicien puisque le danseur généralement exprime un personnage, exprime quelque chose, exprime un propos. Et il fallait que le musicien soit intégré dans cette expression-là. Donc à partir de là, il fallait pouvoir sortir du cadre clivant de l'instrument et l'intégrer dans la scénographie. Oui. Donc ça a été beaucoup de réflexion. On s'est pas tordu l'esprit non plus, mais on s'est dit il faut que je sois sur scène autrement et qu'éventuellement il y a quelque chose qui nous permette de faire de la musique. Je raccourcis un petit peu les propos là, la réflexion, mais on en est arrivé à quelque chose qui est devenu un objet scénographique principal. Un peu central et sur un propos où finalement malgré moi ce franchissement de mur s'est fait de telle sorte que je suis devenu quasiment le personnage principal de la pièce qu'on crée. Alors on est sur un pied d'égalité tous les deux évidemment, mais je suis devenu le personnage dont le rôle induit celui de Caro. Et donc il y a beaucoup de finalement il y a beaucoup de théâtre dans cette cette création. Ouais. Il y a beaucoup de mise en scène, il y a de la danse, il y a de la musique, mais d'une manière pas forcément attendue en tout cas. Et du fait de la scénographie finalement sert le propos et contient des objets, on va dire interactifs, dans un objet principal. Qui a été conçu sur la base d'une idée, d'un photomontage. On s'est dit, une fois qu'on a vu que le photomontage était cohérent, on s'est dit, on est complètement cinglé parce qu'on va jamais réussir à fabriquer un truc pareil. Donc, ce photomontage, c'est la photo là que tu m'as envoyée de départ ou Ouais, voilà, c'est ça. Tu es assis sur une machine. Alors, on peut peut-être la montrer justement pour qu'ils se rendent compte un petit peu de la chose. Ouais. Alors attends, parce que je suis dans les musiques, ça va pas le faire. Hein. Hop là, voilà. Alors, je sais que tu m'avais envoyé un dessin, donc on va d'abord commencer par la photomontage, qui est donc celle-ci. Ouais. On commence par le photomontage parce que le dessin est arrivé après en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça y est, là elle est à l'écran, c'est normal, hein, tu as un décalage de quelques secondes. Donc là elle est à l'écran. Donc ça, c'est quoi? C'est une machine pour télégraphier ça? Non, je vois pas bien. Ah non, c'est oui, c'est pour comment on appelle ça là? Où on met des cartes. Où il y a des trous dedans. Si tu reviens à la caméra, tu vas me voir avec cette machine dans la main. C'est-à-dire qu'on va voir la différence de taille entre ce photomontage et l'objet réel. D'accord. L'objet réel, je l'ai là devant la caméra. Ouais. Et tout le monde va le reconnaître une fois que je vais le mettre en action. Alors, oui, j'ai un décalage. Je suis à nouveau à l'image ou... Oui, tu es à l'image, de toute façon, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais... On n'entend pas, attends, je vais monter un peu le son pour voir. Vas-y. En fait, c'est une simple boîte à musique. Non, on ne l'entend pas, en fin de compte. En tout cas, moi, je n'entends pas, mais après, je ne sais pas au niveau des gens qui écoutent. En tout cas, c'est une boîte à musique comme on en trouve dans tous les magasins de souvenirs. Dès qu'on va dans un bled ou dans un lieu un peu touristique, on a toujours une petite boîte à musique, que ce soit
au Mont-Saint-Michel, que ce soit à Annecy, que ce soit à Londres, Oui. dans n'importe quel lieu touristique, on a ce genre de petit objet et puis voilà. Alors on Là, l'entend on mieux l'entend. là, Là, on l'entend. parce que la boîte sert de résonateur. Donc en fait, l'idée, ça a été de partir de ça et de ce photomontage en se disant, si on construisait une boîte à musique, mais super géante en fait, ce serait super. Et voilà, et on l'a fait quoi en fait. Ouais. Donc le pire, c'est qu'on a réussi à le faire en fait. Alors, du coup, on peut peut-être montrer le dessin que tu avais fait au départ, non? Ouais. Donc là, Il voilà, va pas c'est bon. donner grand chose, mais Non, mais c'est bien de voir un croquis. Enfin, ça part toujours d'un croquis, en fin de compte, et savoir comment ça fonctionne. Et puis après, on élabore. Mais c'est ça qui est génial, je trouve. C'est de partir sur des choses qui sont pas encore à l'échelle. Enfin, je veux dire, c'est l'idée qui germe au départ, qui prend forme sur le papier, même si c'est pas voilà. encore à l'échelle, etc. Et puis après, on passe à la concrétisation d'une manière beaucoup plus. Forcément, il y a des dimensions, c'est comment on va. Parce que cet instrument, tu l'as fabriqué avec des pièces que tu avais déjà, ou est-ce que tu es allé les chercher Alors aucunement, quelque part? il a fallu tout créer quoi en fait. Il a fallu tout créer. Et déjà, une boîte à musique au départ, ça fonctionne avec des lames, Ouais, des lames que des et un petit cylindre qui est sur lequel on voit plein de picots qui sont poinçonnés en fait. Et ces picots viennent gratter les lames. Et dès qu'une lame est grattée, eh bien elle entre en vibration, elle génère une note. d'accord. Donc déjà à l'échelle à laquelle on voulait la produire, c'est-à-dire que la machine aujourd'hui, elle représente l'équivalent d'un litre 140 par 90, on va dire. Oui, donc Eh bien, il est hors de question d'envisager de faire des lames métalliques. Et d'autant que quelqu'un qui se met debout dessus, comme c'est le cas sur la photo avec Caro, risque fort de muter, si j'ose dire, les lames, donc empêcher le son d'exister. Oui. Donc, il fallait qu'on trouve un autre système. Et puis, tant qu'à être dans le visuel, je me suis dit pourquoi pas mettre des lasers. Mais au moment où je me suis dit ça, j'avais aucune idée de la manière de le faire. Donc alors plusieurs choses. On a eu des coups de main évidemment. Premièrement, la machine qui existe aujourd'hui en métal a été élaborée par sur la base de notre idée par un ami qui est prof de métallurgie dans un lycée rennais. Du coup, qui a fait faire ça comme travaux d'élèves. Oui. Donc, toute structure, le cylindre ont été fabriqués par ce lycée. Et ensuite, il a fallu insérer le système des faisceaux laser et comment en faire une boîte à musique. Donc, on a des picots qui se posent où on veut sur le cylindre. Je voulais aussi cette interactivité-là. C'est-à-dire qu'on pose où on veut sur le cylindre des picots qui vont activer tel et tel faisceau à tel moment. Et de cette manière-là, je peux créer la mélodie que je veux et la changer de façon interactive en temps réel. D'accord, ok. C'est la photo que tu m'as envoyée là, où on voit les lasers rouges là. Parce que là, on Exact. voit, hein, c'est ça, hein. Là, on voit, voilà. Alors, je la mets sur le voilà, pour que les gens puissent la voir. Hein. Donc, tu peux commenter, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, voilà, il y a des faisceaux laser qui ont besoin d'être coupés pour générer des notes. Donc après, là, on voit Caro qui est debout sur le plateau et qui expérimente en fait. Donc, ce sont des photos de travail dans le studio qui nous ont permis d'élaborer un petit peu aussi la bande son, parce que cette machine nous sert à produire aussi une grande partie de la bande son. Et c'était un des challenges de la pièce, que de rendre cette machine interactive, de rendre la bande son interactive, parce qu'il était aussi hors de question qu'en tant que personnage de l'histoire, je redevienne un tant soit peu musicien au sens technique du terme à 2-3 moments pour aller triturer derrière un ordinateur, derrière un clavier, derrière que sais-je, pour régler un truc, lancer une séquence et sortir du personnage pour y retourner derrière. Il fallait vraiment que ça s'inscrive dans le décorum et c'était une des difficultés. Donc ça a été pour moi des retours dans le passé, parce que la partie électronique, la partie
programmation informatique, parce qu'il y a énormément de programmation informatique autour de cette machine, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc voilà, je suis devenu technicien pendant un bon moment pour élaborer, réparer, détecter les bugs, essuyer les plâtres avec cette machine qui nous a posé au début beaucoup de soucis, de difficultés, et jusqu'à ce qu'elle fonctionne enfin. Et ça fait un petit moment qu'elle tourne parfaitement et que depuis on peut travailler sur la bande son à partir de l'instrument. C'est finalement devenu un instrument en tant que tel. Donc là, j'ai mis pour que les gens puissent se rendre compte de ce que ça représente. J'ai mis la photo là que tu m'as donnée où c'est marqué Nox. Et c'est l'image de notre page Facebook. Donc vous tapez repère 115 sur Facebook et puis vous allez pouvoir tomber sur cette image. Ça vous donne une idée de la scénographie. Alors c'est une scénographie qui a un petit peu évolué parce que ça date des débuts de la création, mais on n'est pas loin du compte en tout cas. Et on voit cette machine au milieu là, qui a un petit côté métal, steampunk. C'est une partie d'esthétique sur laquelle on voulait aussi se baser sans être exclusivement steampunk. Et puis on voit que je suis je suis sur scène avec une danseuse au-dessus de moi. Sur la tête ou sur le dos? Sur le dos. D'accord. Là, c'est un porté, c'est une partie de la pièce où il y a ce porté. Enfin, je ne parlerai pas forcément ça à importer, je sais pas comment Caro le qualifierait de toute façon, mais enfin si, ça reste importé. C'est importé quand même, hein. Je peux te confirmer que c'est, après effectivement, qu'est-ce qu'on appelle porté, mais je veux dire, à partir du moment où l'un porte l'autre, c'est importé. Voilà, oui, et bien voilà, c'est donc importé. Et ce qui était important pour le coup dans cette idée d'avoir au moins importé, et il n'y en a pas qu'un, c'est que le comédien que je suis devenu pour le bien de cette pièce est aussi a aussi dû appréhender le mouvement dansé, quoi. Donc à appréhender son propre corps. Je parle de moi à la troisième personne, c'est très très prétentieux, mais j'ai dû me retrouver à danser. Et ça a été un challenge intéressant parce que sur lequel je ne me suis pas du tout refusé, parce que tant qu'à sortir du rôle technique dans lequel j'étais et intégrer la pièce, il fallait aussi que très très librement j'intègre le mouvement de ce qu'on racontait, quoi. Donc forcément, je me suis, grâce à Caro qui est aussi une pédagogue hors pair, en plus de prendre vraiment soin du matériel qu'elle avait à sa disposition, c'est-à-dire un bonhomme un peu vieillissant, pas forcément trop rouillé, hein, qui s'entretient quand même, mais qui n'était pas forcément prêt pour toutes ces choses-là, avec un centre de gravité très haut, donc qui était capable de tomber pour un rien sur l'épaule. C'était pas simple au départ de faire descendre l'ancrage vraiment dans le sol, et ça commençait à venir, en plus de l'autre problématique qu'on connaît tous quand on aborde une discipline qui est pas la nôtre, c'est l'aspect mémoriel. C'est pas la même mémoire, hein, je confirme, hein. Ah oui, c'est pas que c'est artistique que je peux connaître environ 500 morceaux et les sortir à peu près au pied levé, que je peux faire la même chose avec la danse. Non, le corps a besoin de se souvenir et c'était une vraie découverte et c'était très intéressant parce que il se trouve que voilà, j'ai eu des belles remarques lors de notre dernière résidence. Voilà, je me suis dit, tu te souviens bien maintenant, ça marche mieux. Ouais, voilà, ça marche mieux, effectivement. Confiant. Ouais, c'est sûr. Et cette machine, on peut la voir ou quoi? Cette comment? Cette machine, est-ce que tu l'as vers toi ou Alors je l'ai juste derrière moi. Je suis pas certain qu'on la voit très très bien. Alors là, mais je vais faire un peu de. La connaissance, je vois juste le haut simplement, mais je suis même pas sûr que ce soit le haut. On va voir un peu les faisceaux laser. Ah oui. On a une pointe de fumée qui va venir m'assécher la gorge et m'étouffer. Je vais remettre un peu de fumée, puis après j'ouvrirai en grand le studio parce que le studio est petit pour recevoir autant de fumée. Ouais. Donc là, juste derrière moi, je vais éteindre. Donc je disparais un tout petit peu du décor. Et en fait, voilà, elle est dressée parce que là, pour les besoins de la démonstration, si j'ose dire, hein, je ne serai pas très très long, je vais vous montrer les produits. Donc là, je ne sais pas si... Tu peux même baisser un petit peu, je pense, ton écran.
pour qu'on Ah oui, puisse exact. voir un petit peu plus. Ouais, voilà, là c'est très bien. Voilà. Donc on Et entend, donc, je alors c'est confirme. vrai que comme je regarde sur YouTube, il y a un petit décalage, mais là, je pense que tu entends le son un petit Ouais, peu. oui, oui, on l'entend. Alors Bon. après, si jamais, pour ceux qui écoutent, vous entendez pas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein. Je peux mettre un peu plus fort, hein, comme ça on va assurer le coup. Hop. Donc on est en face d'une harpe laser en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. Voilà, donc qui peut changer de son à l'envie aussi, évidemment. On peut faire des tas de choses avec ce truc-là. À partir du moment où je décide que je produis un son en coupant n'importe quel faisceau, eh bien je peux produire des tas de sonorités complètement différentes. Et, D'accord. et à partir de là, ben, toute la mise en scène musicale peut aussi se produire, quoi. Donc D'accord. cette machine-là, on en voit quand même que peu de choses, mais justement, c'est pour ça qu'il faut venir voir la pièce Tout à qui fait. sera créée. Je peux l'annoncer maintenant, je pense. Ouais, oh bah, on peut voir la pièce. Enfin, Ouais, ouais, ouais. le teaser de la pièce que tu m'as envoyé. Ouais, donc ce Hein? sera le 6 mars à la MJC de Passé, près de Rennes, pour les non-bretons, le 6 mars à 20h30. Donc il y a un teaser qui en montre aussi assez peu, mais Ouais. Donc c'est parti, j'envoie. Voilà, donc ça c'est le teaser de Nox. ouais, tu peux éventuellement diffuser l'affiche ou sur laquelle on verra un peu plus nos combines aussi. Ouais, alors justement, ouais, tout à fait, je vais mettre l'affiche aussi. Voilà, elle est ici. Donc la photo est sympa. Qui est-ce qui avait pris la photo? Alors c'est une amie danseuse, Marine Lagadec, qui D'accord, est oui, je vois, effectivement. aussi élève d'Aurélie, qui est elle-même prof de danse. Bon, je crois que tu la connais bien, Oui, tout et à fait. qui a une petite passion pour la photographie et qui voilà. Alors la photo des deux personnages, c'est Marine, et puis la photo de la machine, c'est moi. J'ai fait un assemblage entre les deux, ça nous donne D'accord. cette affiche là qui est une première version de l'histoire. Donc, Très qui sympa. va pas tarder à réapparaître sur les réseaux pour annoncer la date officielle, hein. Donc c'est le vendredi 6 mars prochain à la MJC passée, salle de l'Escapade, à 20h30. D'accord, bah s'il y a des liens pour réserver les places et tout, pareil, Ouais, ça ne devrait tu pas me tarder mets. à arriver. Alors, je pense que le mieux, c'est que je vais te donner le lien de la comment, je crois que tu l'as déjà, je crois, le lien Facebook de la compagnie, le Oui, repère 115, puisque c'est oui, là ce qu'il sera va plus falloir facile. suivre Tout à fait. et tenir le relais des infos, parce que comme c'est la MJC qui programme au niveau de la billetterie, j'ai pas encore moi de lien officiel à ce sujet-là. Ça va Ouais, peut-être pas tarder, hein, mais tout à euh, fait. voilà. Et Alors, la jauge est pas énorme, hein, c'est 160 personnes, donc 160, ah oui, d'accord, oui, c'est très intimiste. voilà, on va pas Ouais. traîner. Et puis s'il y a pas de place pour tout le monde, il faudra réclamer qu'il y ait une deuxième date, hein. Puis on reviendra. Tout à fait, bah, On tout à reviendra fait. sans problème. Alors moi, j'avais eu l'occasion de voir bah, le début, puisque vous aviez montré comment un Ouais, extrait à Jazz Fusion. l'an dernier, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, enfin, franchement, je trouve que enfin, ce que tu décris, c'est tout à fait ce que moi j'ai vu. Enfin, Ouais, ouais, ok. ouais, cette alchimie, ce côté euh, construire
quelque chose tous ensemble et pas l'un à côté de l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et, Et du coup, ça touche à plein de choses. Et c'est très inspiré par. Bon, le pitch est inspiré par des gens comme Chaplin, comme Terry Gilliam aussi avec Brasil, ou des choses comme ça, parce que ça parle de l'habitude dans laquelle on s'enferme par le travail, par la vie sociale, parce que ça implique de devoir d'être dans le devoir, de s'intégrer, de fonctionner, et ce qui génère souvent qu'on finit par s'oublier soi-même. Et tout savoir qui on est au bout d'un moment. Et donc en fait voilà, cette pièce parle de ça, Near Oneself Experience, et c'est un petit peu l'idée de s'approcher, comme c'est souvent le cas, de cette petite voix qui parle à l'intérieur de nous et qui nous dit mais fais pas ci ou fais pas ça, ou tu devrais y aller, vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi. Et voilà, on appelle ça l'ange et le diable souvent, mais parfois c'est peut-être une seule personne qui n'est autre que celle qu'on a le plus envie d'être au monde en fait. Donc, donc et souvent on est détaché de cette version de nous, et voilà, ça parle de ça. Donc c'est inspiré par l'univers des temps modernes de Chaplin. Oui, tout à fait. Ouais. Et la scéno est inspirée par des gens comme qui font du spectacle de façon assez polyvalent aussi au niveau des esthétiques, des mélanges. Quelqu'un comme James Thierry qui travaille beaucoup en résidence, je crois, permanente au Théâtre des Capucins à Lyon, et qui n'est autre, et est-ce un hasard d'ailleurs, que le petit-fils de Charlie Chaplin, ou l'arrière-petit-fils, mais quelque chose comme ça. Okay. Donc, voilà. Ah oui. Donc c'est pas un hasard qu'il fasse ce genre de spectacle. Moi j'avais vu, et ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque, la symphonie du Hanneton. C'est un des rares spectacles qu'on peut encore parfois trouver en DVD. Il y a une distribution très très faible de ce genre de DVD, mais il a un univers complètement cinglé. C'est un circassien, musicien, danseur, comédien, voilà, mais qui sait tout faire et qui le fait très très bien. Voilà, qui emmène des tas d'artistes. Alors il a tout un lot de moyens qui sont bien au-dessus de ce qu'on fait. Mais bon, voilà. Nous, l'idée aussi, c'était de travailler l'idée de l'autonomie de la machine, l'autonomie, l'interactivité de celle-ci au niveau de la bande-son. C'était de se dire, de toute façon, il faut quand même qu'on pense petit, parce qu'aujourd'hui, ce sont les petites formes qui vont avoir l'occasion de se montrer plus facilement. Oui, parce que la dimension budgétaire, ça coûte moins cher, etc. Ah bah c'est sûr, et si ça doit grossir, ça grossira évidemment. Donc nous sommes trois, Caroline, Nohan, moi, et William Languilla, qui est notre créateur lumière, qui nous aide aussi beaucoup sur la création de la scéno, sur les équilibres, sur la manière c'est une espèce d'œil extérieur. Et puis on a eu aussi beaucoup d'yeux extérieurs avec des amis, des copines, des copains qui sont venus aussi nous jeter un œil là-dessus et nous donner leur avis, nous donner leurs impressions, nous conforter dans ce qu'on avait fait, et puis parfois aller à l'encontre de certaines idées qui étaient peut-être pas forcément les bonnes. Donc c'est bien d'avoir ces yeux extérieurs. Il y a Aurélie, il y a Sophie, elle est dans le coin, je crois, je la vois. Il y en a d'autres. Voilà, qui sont venus comme ça, jeter subrepticement un petit œil et nous aider énormément. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, hein, c'est tout ce travail de collaboration et d'entente et de partage pour le coup. On partage tous, là vous avez partagé tous l'aventure Nox, si je puis dire. Voilà, exactement. Avec ses déboires et puis ses joies aussi. Ouais, voilà. Donc il y a eu un premier jet en février dernier pour Jazz Fusion, et on présente une version beaucoup plus aboutie là le 6 mars, et ensuite c'est un spectacle qui continuera d'évoluer autant que faire se pourra, et on va essayer de diffuser un maximum. Donc, voilà, s'il y a parmi les gens qui nous regardent des programmateurs potentiels ou des gens qui sont dans des réseaux de programmateurs, qui n'hésitent pas à les envoyer sur notre page Facebook, à nous mettre en contact, parce qu'on est complètement preneur de tout ce qui va avoir trait à la programmation dansée,
programmation en centre culturel, quel qu'il soit. Donc, Oui, bah, tout à fait, tout à fait. Alors, on va passer à la dernière partie, ouais. parce que mine de rien, Ah ouais, mine de rien, hein, ouais. mine de rien. Mais c'est bien, c'est ça qui est super. C'est qu'on partage, on partage. Hein. Bah, je vois qu'il y a toujours autant de gens, donc c'est que. Oui, ça va, on n'est pas trop. Ouais, on n'est ouais. pas trop. On les ennuie pas trop. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais. Comment? Oui, alors, du coup, on parlait de tes qualités, donc du coup, voilà, avec tout ton travail de musicien, de travail autour de la danse, mais tu as aussi une autre corde à ton arc, c'est Ouais. la pédagogie. La pédagogie, ouais. Bah oui, Ouais. oui, Alors moi, je me souviens, enfin, première, on va dire, premier cours de pédagogie que j'ai reçu de toi, c'était lors de Jazz Fusion, où tu étais avec Gilda Lefebvre. Ah oui, ah, oh! Et comment vous aviez fait une histoire sur l'histoire des musiques électroniques Voilà. et dont ce fameux autotune qu'on Ah avait oui. entendu dans Daft Punk à Ouais, l'époque. bah ouais. Bah ouais. Et donc vous avez fait toute une qui était très humoristique et en plus qui était vraiment hyper pédagogique parce que ça permettait vraiment pour les gens de bien comprendre les origines en fin de compte de la musique électronique. Voilà. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait vraiment le pont entre cet aspect pédagogique de ma vie professionnelle et l'aspect qui m'a libéré de ce second plan dont je voulais sortir. C'est-à-dire que c'est Aurélie qui nous a mis au défi avec Gilda. Vous voulez faire des trucs ensemble, les mecs, ça fait longtemps que vous en parlez. Ben tenez, puisque vous travaillez tous les deux pour la danse, parce que Gilda aussi qui est batteur, Gilda le fait. Oui, bah, je le connais bien. Ah oui, et c'est lui qui fait énormément de bruit quand tu travailles à côté, hein, c'est ça, je crois. Hein. Oui, avec son tambourin. Avec son tambourin, exactement. Ah là là, il a un tambourin qui vraiment qui fait beaucoup de bruit. J'ai jamais vu un tambourin aussi sonore. Ouais. Et toujours la même note. Les Baptistes, ça joue toujours très fort. Hein. Je sais pas s'il est là. Ah, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Ouais, bon, peut-être que. En replay, mais il pourra plus chatter. Donc, ouais, après, c'est foutu. Donc, on peut en profiter. Gilda est un super copain de longue date. Et Aurélie nous a mis au défi d'expliquer sur une soirée de Jazz Fusion la manière dont on travaille en tant que musicien avec la danse. Et l'idée c'était simplement de répondre à une demande, enfin pas une demande, à toutes ces interrogations que le monde de la danse peut avoir quand on accompagne juste avec un ordinateur, un clavier ou quelques pads ou quelques contrôleurs, etc. Donc c'est devenu un premier jet, une première année où on avait justement parlé de l'autotune et puis on est revenu 2 ans plus tard sur une autre version un peu plus, enfin une suite en fait qui s'appelait le syndrome du perroquet. Oui. Et l'idée c'était d'expliquer effectivement les us et coutumes de la musique électronique, comment ça marche, tout ça, de vulgariser tout ça, de démystifier aussi beaucoup de choses. Et puis forcément avec Gilda on peut pas s'empêcher de le faire avec humour en rigolant parce que c'était aussi un petit peu l'idée, c'était que ce ne soit pas non plus technique, barbant et que les gens se marrent un peu en comprenant des choses quoi. C'était là aussi il y a une autre influence forte, c'est Alexandre Astier et les spectacles qu'il sait faire. Il a fait un magnifique spectacle autour de Jean-Sébastien Bach. Il a fait aussi le dernier là qui s'appelle où il parle de l'univers, l'exoconférence. Donc, qui sont des sources d'inspiration pour ce qu'on avait fait là. Et tout ça pour dire que oui, il y a cette fibre pédagogique que j'ai depuis très très longtemps, puisque comme je le disais tout à l'heure en début d'interview, dès 13-14 ans, j'ai commencé à écrire des articles de fond sur des langages informatiques évolués, parce que j'avais le souci de transmettre des choses que j'avais comprises en les vulgarisant. Donc j'écrivais dans quelques magazines, j'ai écrit quelques articles là-dessus, puis je suis passé à autre chose, mais c'est revenu. J'ai donné quelques cours de musique en école et puis donner des cours à des élèves, c'était pas ma tasse de thé parce que ayant un parcours autodidacte, j'étais un petit peu vierge de point de départ, donc de cette matière de base qui permettent de construire un socle. Mon socle, je l'ai bâti un petit peu autrement. Et du coup, transmettre cette manière de faire à des gens qui sont un peu vierges d'objectifs,
c'était une difficulté pour moi. Oui. À côté de ça, j'étais pas du tout en difficulté quand des gens qui avaient déjà un parcours et un objectif à atteindre en musique et dans une discipline bien spécifique qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur, eh bien j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de gens qui m'appelaient. Je me suis dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose, et puis j'ai monté un centre de formation à Rennes qui est hébergé chez Sonowest, qui s'appelle InTouch Media. Oui. Et Bon, je vais mettre justement parce que tu m'as envoyé une image de ton site, ouais, tout à fait. Alors, hop, voilà, donc je la mets, voilà, InTouch Media, justement avec Ableton Live. Ouais, exactement. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler aussi, parce que je crois que tu proposes quelque chose justement pour les professeurs de danse, danseurs. Entre autres, ouais, c'est-à-dire que l'idée c'était de monter un centre de formation autour de cette grande thématique de la MAO et de former les professionnels sur les outils logiciels les plus en vogue en ce moment. Donc je suis moi attesté, certifié par deux marques qui sont les deux logiciels phares que j'utilise dans mon studio, dans ma création, et le principal désormais qui est Ableton Live. Donc, qui est relativement connu, que les danseurs qui ont travaillé avec des musiciens ont peut-être aperçu sur un écran d'ordinateur. Et donc, on propose des formations. Je suis formateur sur le logiciel en question. Je forme plutôt des professionnels du son et de la musique, mais on a aussi des parcours vulgarisés qui permettent à tout à chacun d'appréhender ce type de logiciel. Et je sais que chez les profs de danse, c'est parfois une volonté et un frein, parce que c'est une discipline qui est pas tout à fait la même, sur laquelle certains et certaines ont des aptitudes à s'y confronter, mais pas tous. Et des fois, c'est plutôt un outil qui peut être un peu effrayant et qui peut être pour autant un peu nécessaire quand il s'agit d'adapter, de monter un morceau spécifique sur une durée spécifique, notamment quand c'est une présentation à un concours. Ou quand on veut créer un mix entre deux morceaux pour créer un spectacle de danse, tout simplement, quand on veut enregistrer une voix, ajouter une voix off, etc., etc. Donc il y a des parcours de formation qui permettent à tout le monde de venir appréhender de la façon la plus simple possible ce genre de logiciel. Et pour ceux qui sont un petit peu au courant de la manière dont les formations se financent, eh bien, comme c'est de la formation professionnelle, c'est entièrement finançable, et dans le cadre des nouveaux protocoles, ce qui s'appelle le CPF aujourd'hui, eh bien, notre formation Ableton Live est complètement prise en charge pour tous les publics, en fait. N'importe qui, pas forcément du secteur artistique de départ, ou même pas forcément d'un métier artistique, issu d'un métier artistique, qui dispose de droit à la formation. Alors là, je ne vais pas forcément faire tout le parcours, parce que je crois qu'il y a un site qui s'appelle Mon Compte Formation, qui permet de vérifier son propre statut et son propre quota de finances, de son crédit, en fait. Je crois que maintenant, ça se met en heures, je crois. Oui, alors je sais plus si ça n'a pas été transformé, si ce n'est pas les heures qui ont été transformées en pécule. En pécule, d'accord. Il y a les doubles affichages à chaque fois. D'accord, ok. Et c'est un portail sur lequel on peut justement trouver des formations qui sont compatibles avec le financement CPF. Et à partir du moment où on cherche une formation Ableton, eh bien on tombe chez InTouch Media, dans l'Ouest en tout cas, qui est le centre référence, puisque nous sommes les créateurs de cette certification autour du logiciel Ableton. Ouais. Donc voilà, ça c'est une partie de mon activité qui est assez chouette aussi, parce que j'y rencontre beaucoup de gens. On fait du réseau aussi, parce qu'on forme les gens aux outils, et on rencontre aussi pas forcément que des musiciens qu'on connaît, hein. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le grand ouest de la France, et c'est quelque chose que je fais à peu près tous les mois et demi, 2 mois. C'est un module de formation intensif, quoi. C'est 5 jours, ça peut être jusqu'à 15 jours d'ailleurs, ça dépend des modules qu'on additionne les uns aux autres pour former un parcours plus complet. Mais voilà, ça fait partie des choses que je fais aussi. D'accord. Écoute, c'est très riche, hein, tout ça. Hein. On n'a pas tout dit encore, mais effectivement, déjà, je pense que ce sera peut-être l'occasion de faire une autre émission.
Mais là, je crois que voilà, parce qu'on a été, tu as été très clair. Très long. Oui, bah, une petite heure et demie, quoi. Mais, mais je compte pas les moments où j'ai bugué. D'accord. Hein, au niveau vidéo. Tu prends le montage. Les envois, voilà. Ouais. Je vais faire un montage comme ça prendra un petit peu moins de temps. Ça marche. Bon, Gilda n'a pas répondu, donc à mon avis, je pense qu'il doit pas écouter, donc il écoutera en replay. Je lui dirai, puisque j'ai l'occasion de le voir lundi, c'est-à-dire demain. Ouais, d'accord. Le monsieur au tambourin. Ouais, voilà. Ça va lui faire la remarque qu'il joue trop fort, et puis tu lui dire, tu peux aller sur YouTube, regarder l'émission. Oui, alors pour la petite anecdote, parce que pour ceux qui écoutent, c'est que Gilda donc accompagne aussi au Conservatoire de Rennes, et moi étant au Conservatoire de Rennes, on se retrouve sur le même créneau horaire, où lui accompagne le cours de danse contemporaine à côté. Et donc comme les salles sont collées, bien isolées, donc effectivement on entend forcément les instruments à travers les portes, même si elles sont très épaisses. Non pas parce qu'il joue fort, mais parce que voilà, c'est la construction où on est, quoi. Donc à chaque fois, je viens un petit peu le charrier, et puis je lui dis, excusez-moi monsieur, vous pourriez faire un petit peu moins de bruit avec votre tambourin. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est pour la petite anecdote. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai regardé, donc il n'y a pas de questions spécifiques, donc voilà, ça s'est terminé. Donc c'était Sophie, dont tu as parlé tout à l'heure, qui disait bravo pour l'affiche. Ouais, j'ai vu ça. Et puis, je crois qu'on va mettre une happy end, comme on dit. Ouais, hein. Ok. Alors moi j'ai hésité, soit je mets le générique de fin, comme d'habitude. Et là, je vais peut-être mettre, pour le coup, la vidéo de Nox, pour terminer. Le teaser. Hein. Le teaser, très bien, voilà. Parfait. Et puis, écoutez, on vous dit... à très bientôt donc pour de nouvelles aventures. Donc la prochaine fois on ira du côté de Brest. Donc pour ceux qui connaissent Brest, les Bretons bien sûr, mais pour ceux qui habitent dans le sud de la France, qui sont allés à Brest, on dit toujours qu'il pleut en Bretagne, mais il ne pleut pas toujours, il fait beau. Hein. Toujours entre les averses. Voilà, tout à fait. Hein. On est la région aux 4 saisons, hein, dans une journée. Voilà. Donc ce sera Armelle Soulier, donc c'est les pointes de l'avenir. Donc ce sera très intéressant aussi, puisqu'elle va parler un peu elle a monté donc ce qu'on appelle des sortes de aritudes. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une école privée. Elle l'a montée vraiment de A à Z, qui était dans un conservatoire avant et qui a décidé de monter son école. Et franchement, le parcours, chapeau. Donc voilà. Écoutez, on vous souhaite une très très bonne soirée. Enfin, j'imagine. Je te laisse souhaiter une bonne soirée à tout le monde comme t'en as envie. C'est toi qui as le dernier mot de la fin. D'accord. Et après, je lance, la vidéo de Nox, le teaser. Ça marche. Merci à ceux qui ont suivi l'émission. Je pense que on en connaît la plupart. Et c'est toujours chouette de participer à une première expérience pour moi d'interview, de live sur YouTube. Donc c'est très chouette. Merci à toi, Eric, pour ton invitation. Moi aussi, je te remercie. Et puis, l'un sans l'autre, ça peut pas fonctionner. Donc voilà, on a collaboré ensemble sur un moment de partage. Et puis avec les gens qui nous ont écoutés aussi, puis ceux qui nous écouteront par la suite. Ok. Merci à tous. Et puis à très bientôt sur scène ou ailleurs. Au revoir, à bientôt.